Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence de 0 à 8000 robots, construire le leader français de la robotique avec, nous avons la chance d'accueillir Renaud Hetz. Bonjour Renaud et merci pour le temps que tu nous accordes. Bonjour, merci à tous. Je suis particulièrement contente et heureuse d'avoir la chance de modérer, d'animer cette conférence pour une simple et bonne raison. Enfin, une conférence sur les startups industrielles avec une magnifique réussite, une licorne, startup industrielle licorne, et c'est suffisamment intéressant pour qu'on s'y penche et qu'on y passe un petit peu de temps. Je suis Carole Essautier, cofondatrice de Capsys Robotics, une start-up lyonnaise qui d'ailleurs a été hébergée à H7 pendant 2 ans. Voilà, je suis un peu de retour aux sources. Nous développons un système, un lit de massage totalement autonome qui reproduit des gestes de praticiens experts du massage de manière totalement autonome, donc grâce à la robotique et à l'intelligence artificielle. Renaud, donc ingénieur de formation, tu as connu ton associé Romain au début de ta carrière chez BA Systems. Vous avez créé Exotech en 2015. Exotech, c'est la première licorne industrielle française qui permet d'optimiser la préparation de commandes et la logistique donc dans les entrepôts, mais tu nous en parleras juste après. Valorisé 2 milliards de dollars, 8000 robots vendus dans le monde, 900 salariés, 5 bureaux physiques dans le monde, Lille, Atlanta, Munich, Tokyo, Lyon, et Renaud, donc CTO et cofondateur. C'est bon, j'ai tout bon jusque-là? C'est parfait, merci beaucoup pour l'introduction. Formidable. On a 30 minutes à passer ensemble. L'objectif, c'est qu'on ressorte de là en ayant retiré la substantifique moelle de comment toute l'histoire et la réussite de cette start-up industrielle qui est devenue licorne, quelles sont les étapes majeures qu'ils ont pu connaître, les écueils et les grandes réussites, et comment on arrive à 2 milliards de dollars en 9 ans. Alors déjà, pour la jeunesse d'Exotech, j'ai été très surprise de voir qu'on avait un autre point commun, outre le fait d'être start-up industrielle. On avait, et vous aviez, vous aussi, passé 1 an complet, sans toucher du tout à la technique, au démarrage de votre projet, juste en allant faire le tour de vos clients potentiels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire si c'est quelque chose que tu conseilles ? Oui, donc on a fondé Exotech à 2, donc avec mon cofondateur qui s'appelle Romain. On avait travaillé avant à peu près une dizaine d'années, alors déjà dans de la robotique pour la logistique et robotique pour le médical, et donc à General Electric. Et ensuite on s'est lancé à 2 pour dire on veut essayer d'apporter les technologies les plus avancées de la robotique à l'intérieur des entrepôts pour vraiment changer la façon dont les entrepôts fonctionnent. Par contre, ce qu'on savait, c'est que nous, on n'avait pas mis nos pieds très très longtemps à l'intérieur des entrepôts, pas suffisamment, et regarder quelques articles Google sur comment marchent les entrepôts, ça suffit pas. Et quand on fait de la R&D, de la tech un petit peu lourde, il va y avoir des efforts qui sont extrêmement grands pour développer sa technologie. Et je pense que l'écueil numéro 1, ce serait de développer une technologie qui est peut-être pas très loin, mais pas pile poil à l'endroit où les clients l'attendent, sur ce qu'ils veulent, mais aussi sur les contraintes qu'ils ont. Et les deux sont super importants. Parfois, on peut répondre à ce qu'ils veulent, mais rater une contrainte qui fait qu'on tombera un petit peu à côté de la vie réelle. Donc effectivement, la contrainte qu'on s'est donnée, c'est avant de faire de la R&D. La R&D, on savait déjà faire avec Romain, on venait de carrière technique. On a dit il faut qu'on soit sûr du besoin. Et aussi, il y a une autre notion à valider, c'est le prix. C'est-à-dire que votre techno, elle est super chouette, je la veux. Oui, mais si elle vaut 1 million d'euros, si elle vaut 2, si elle vaut 10, vous l'achetez ou vous l'achetez pas. Donc vérifiez à la fois que nos clients voulaient cette technologie et qu'ils étaient prêts à payer un prix correspondant à ce que cette technologie coûte. Donc effectivement, pendant un petit peu moins d'1 an, mais pendant 6-9 mois, on a vraiment arpenté les entrepôts. Alors au début, c'est difficile parce qu'on n'avait pas beaucoup de portes d'entrée, mais on en ouvre une et puis la personne a un collègue, une ancienne connaissance, etc. Et d'entrepôt en entrepôt, on a fait notre tour de France et pays limitrophes à la France pour vraiment arpenter, comprendre, regarder, discuter avec les gens qui la faisaient, pour comprendre à nouveau ce qui était important et les contraintes à ne pas rater. Donc la genèse, finalement, c'est la rencontre avec le marché en allant en discuter avec vos futurs clients. Voilà, ça va être ça, c'est progressivement bâtir les spécifications du produit, de dire qu'est-ce que le produit doit faire, comment il doit être fait. Donc ça, c'est la partie spécification. Et l'autre, c'est la partie prix, de dire à quel prix est-ce que c'est possible de le vendre par rapport à ce qu'il apporte comme réelle valeur ajoutée. Parfois, en tant qu'ingénieur un peu start-upper, on surestime ou on rêve un peu la valeur ajoutée. Ça va complètement leur changer leur business, c'est incroyable. Bon, à un moment, on s'assoit avec eux, on ouvre un Excel en disant ça change quoi, comment vous optimisez. Si vous arrivez, par exemple, à livrer vos commandes le jour +1, vous allez gagner combien de clients, comment vous l'estimez. Et ça, c'est super important.
Ok, merci. Mais du coup, ça fait une transition parfaite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus détaillé quel est votre produit, votre activité, qui sont vos clients, à quoi ils ressemblent, quelles sont leurs tailles, leur profil? Voilà, Oui. on veut tout savoir. Alors, j'aurais rêvé d'avoir une petite image, ça m'aurait évité d'avoir à faire des mimes. Mais globalement, nos clients ont des entrepôts. Donc, nos clients, ça va être des gens qui font de la pharma. On a par exemple Decathlon. On a des gens qui font de la pièce détachée automobile. On a des gens comme ça qui vont avoir des entrepôts. Et le schéma, globalement, c'est des bateaux qui arrivent dans les ports. Des ports, on réapprovisionne les entrepôts. Et ensuite, des entrepôts, on va partir pour 2 types de destinations. Soit un magasin, soit un client final chez lui. Donc, le home delivery ou le store replenishment. D'accord, donc c'est ça le grand schéma. Et donc nous, on va fournir l'intérieur de l'entrepôt. À l'intérieur de l'entrepôt, la première chose qu'on voit quand on rentre, c'est des étagères. On appelle ça des racks, donc qui peuvent faire jusqu'à 12 mètres de haut, donc vraiment très très haut, et qui peuvent s'étendre. Les plus petits feraient le volume la surface de cette pièce. Les plus grands feraient 40 fois la surface de cette pièce. Donc ça peut être très grand. Ensuite, on va avoir des postes de travail opérateurs sur le bord. C'est des endroits où les opérateurs vont travailler pour préparer les commandes, contrôler la qualité, rentrer les articles. Et le dernier élément, qui est l'élément vraiment tech, c'est une flotte de robots qui va faire le mouvement entre le stock et les postes de travail opérateurs. Avec ce qui nous différencie, c'est que nos robots sont 3D, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer au sol, mais ensuite ils vont être capables de grimper sur ces racks de 12 mètres de haut, monter jusqu'en haut, prendre le bac et le ramener. Ce qui fait qu'on apporte une densité qui est incroyable à l'intérieur de l'entrepôt. Donc nos clients, je dirais les 2 grandes choses pour lesquelles ils vont faire ces investissements. La première, c'est la densité. Je veux des entrepôts plus petits, plus denses, plus proches de mes clients finaux, pour pouvoir être plus réactif et d'un point de vue, on va dire, écologique, disponibilité du foncier, pouvoir trouver des surfaces qui soient plus petites. Et la deuxième, ça va être la rapidité. Grâce au robot, je vais avoir des boulots qui sont moins pénibles et sur lesquels je peux préparer plus vite mes commandes. Alors, du coup, une question. Qu'est-ce qui existait au démarrage au niveau de la concurrence? Tu parles un petit peu de la différenciation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc ça fait partie quand on a fait notre tour de France là, des entrepôts. Ce qu'on a vu, c'est que, en tout cas, on s'est lancé fin 2008, fin 2015, on avait la plupart des entrepôts qui étaient encore opérés en manuel. Donc c'est-à-dire, je crois que vous avez tous vu des images où on voit des gens qui poussent des caddies, qui ont une petite oreillette qui leur dit plus vite, deuxième à gauche, troisième à droite, pour aller, comme vous, quand vous faites les courses au supermarché, faire les courses pour vous et ensuite les mettre dans un paquet. On est maintenant globalement en train de changer, mais à l'époque, les solutions pour automatiser, c'était des solutions qui venaient de l'industrie. Et dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle des transstockers. Donc on va mettre des rails au sol, un rail au plafond, on accroche une grue entre ces 2 rails, et sur cette grue, on va avoir une sorte de petite fourche qui va attraper des bacs. Ça marche, mais par contre, c'est extrêmement lourd en termes d'investissement, et surtout, c'est extrêmement figé. C'est-à-dire que quand on a scié son béton et installé sa grue, on ne peut pas mettre une deuxième grue parce qu'elle ne pourrait pas se croiser. Donc c'est un investissement qui doit se rentabiliser sur 10 ans, sur 15 ans. Or, la plupart des logisticiens en e-commerce, mais même des logisticiens en général, ils ont une vision très approximative de ce qui va leur arriver en termes de volume, en termes de positionnement de leurs entrepôts. Au-delà de 2 ans, ils ne savent pas trop. Et donc, ils disaient, on est prêt à partir du manuel, on a besoin de partir du manuel pour avoir plus de rapidité, plus de qualité, des boulots moins pénibles. Mais par contre, on n'est pas prêt à investir dans ces outils industriels un peu figés. Et là, le fait d'avoir des robots, donc nous, c'est ça que j'ai pas bien mimé, mais un robot, ça fait à peu près cette taille-là, donc 70 cm par 70 cm, une sorte de petite voiturette. On peut en mettre 20, on a déjà mis 900, on peut en rajouter la 2e année, en rajouter la 3e année. Donc il y a vraiment ce côté flexibilité où on peut adapter le flux en fonction des besoins de nos clients. Alors, moi, un truc qui va nous intéresser, je pense, c'est que c'est de connaître un petit peu les différentes étapes. On ne passe pas de start-up industrielle avec de la R&D à licorne en claquant des doigts. Donc, il y a différentes étapes. La première question, le nerf de la guerre, c'est la commercialisation. Donc, tu l'as dit, un ancrage dès le démarrage, dès la genèse, sur le terrain, à la fois au niveau business, donc prix et adéquation du produit au marché. Donc ça, ok, c'est clair. Comment est-ce que vous avez fait pour commencer à commercialiser? Quand est-ce que vous avez commencé à commercialiser? Est-ce que vous avez eu des longues périodes de R&D et puis après, vous avez commercialisé? Voilà, comment vous avez géré ça? Ouais. Donc en 2015, on commence par ce Tour de France et au fur et à mesure de nos visites, on commence à les écrire, ces spécifications, à écrire le pricing model, donc le petit fichier Excel de calcul de prix, où on arrive à quelque chose où on se dit là, on a quelque chose qui apporte de la valeur. Et à un moment, ça devient presque une évidence. On passe de meetings où on faisait que écouter, en disant mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos points importants, à des meetings où on va commencer à parler, en disant et si je poussais ça en avant, comment ça résonnerait? Et là, je crois que je peux vous proposer ça à tel prix. Et donc au fur et à mesure, il y a eu une transition progressive
d'une démarche, je dirais, un petit peu de marketing, de compréhension, à une démarche de vente, de commencer à convaincre en disant là maintenant ça y est, on a bien écouté, on commence à être sûr de nous. On le voyait, on commençait même à avoir les bons mots pour parler, parce que quand on est dans un entrepôt, SKU, SKU, ça va sans doute pas vous parler, mais c'est la façon dont on désigne un article. Donc on commence à parler avec les bons mots, et là on passe à faire des slides un petit peu plus commerciaux. Et donc vers mi-2016, mai-juin, on commence à vendre, à essayer de convaincre maintenant les entrepôts qu'on visitait. Et donc on a eu Cdiscount, et c'est vraiment ça, là, je pense, le lancement dans une startup, c'est quand on commence à vendre, qu'on commence vraiment à exister, à avoir des clients. Et donc, mi-2016, on a signé notre premier entrepôt pour Cdiscount, un entrepôt pas très grand, à peu près de la taille de l'endroit où on se trouve, mais qui était formidable pour commencer. Et ce qui est important, c'est que cet entrepôt, Cdiscount, ne l'achetait pas comme un POC. Le but, c'était pas, je prends ça, je regarde, si c'est bien, je le prends pour gratuit, et puis si c'est bien, je payerai plus tard. On a dit non, vous le payez parce que vous voulez l'utiliser. Si vous ne voulez pas l'utiliser, alors dans ces cas-là, ne le prenez pas. Et donc on a réussi vraiment à le vendre, et c'est ça qui a fait qu'on a eu un client en face exigeant. Et pour grandir, il n'y a rien de tel qu'avoir un client exigeant. Donc un client qui a payé, c'est un client qui va demander à en avoir, entre guillemets, pour son argent. Et donc c'est un système qui, dès les premiers mois, a commencé à tourner 24 heures sur 24 pour préparer des commandes. Et il a fallu qu'on soit sur le pont pour faire notre technologie, la robustifier et faire qu'elle tourne parfaitement. Et donc quand on l'a vendu, on avait, je dirais, juste un PowerPoint. Alors un PowerPoint qui était bien fait parce que toute notre expérience des 6 mois d'avant, mais quand même juste un PowerPoint. Donc après, il a fallu cravacher. Donc en un an, on a fait la R&D minimum pour avoir le système minimum. On l'a déployé au bout d'un an, et je dirais au bout de 6 mois de plus, donc au bout de 18 mois, on avait un système qui fonctionnait. Ça a vraiment été le lancement. Et après, c'est beaucoup plus facile de vendre quand on a une référence. Donc après, on était capable de montrer que la technologie, elle existait, elle était réelle, qu'elle marchait. Et donc là, ensuite, les étapes se sont enchaînées beaucoup plus vite. Alors, tu nous as dit à peu près l'entrepôt de la taille de ce hall-là. Combien de robots, combien de bacs? Donc le tout premier, 2000 bacs et 8 robots. Ouais, ok. Maintenant, vous gérez des projets de quelle taille? Le plus gros système qu'on ait fait, ça doit être, je crois, 240 000 bacs et 900 robots sur un seul entrepôt. Bon, alors, 500 robots sur un même entrepôt, et on avait fait 2. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Parce que je suppose qu'en termes d'organisation, en termes d'organisation de société, on ne s'organise pas de la même manière quand on a un projet avec 8 robots, 2000 bacs, et puis que c'est le premier du genre, donc avec beaucoup de R&D, avec un autre projet, tu me dis, de je ne sais même plus combien, 900 robots, 500 robots, ouais. et 400 000 bacs. Donc, comment vous travaillez aujourd'hui? Je pense que le numéro 1, c'est de vendre, et ensuite le numéro 2, pour y répondre, c'est la structuration. Donc effectivement, il faut structurer, et il n'y a pas une bonne structure universelle, il y a une structure à un bon moment. Au départ, quand on a un seul projet vendu, la structure, elle est facile, c'est le bébé de tout le monde s'en occupe, parce qu'il faut que ce soit un succès. Progressivement, quand on commence à avoir plusieurs clients qui ont des demandes peut-être un tout petit peu contradictoires qu'il faut rationaliser, là on va commencer à mettre une structure avec d'un côté les ventes, ensuite le product management qui va faire la roadmap, la R&D qui va la développer. Nous, comme on est industriel, ensuite on a toute des équipes de stratégie industrielle, puis nos usines, puis notre supply qui va livrer sur site, et ensuite des équipes sur site qui vont faire le déploiement et la maintenance. Donc assez rapidement, on a essayé de se structurer. Peut-être un conseil qui nous a aidés et qui peut vous être utile, on a essayé de se structurer autour des verbes principaux de notre entreprise. Donc on a dit, nous, c'est quoi les actions qu'on fait, c'est quoi les verbes? Et on en a identifié 5. D'abord, côté produit, c'était design et build. Donc design, concevoir, build, fabriquer. Une fois qu'on a design et build, il faut faire nos projets. Et nos projets, c'est sell, vendre, deploy, déployer, et maintain, maintenir une fois qu'on les a déployés. Et donc toute la structuration de l'entreprise a été faite autour de ces 5 verbes, où les équipes s'appelaient du nom de ces verbes-là. C'est hyper intéressant. Je le prends pour moi. J'avais une question aussi justement par rapport à ça. Quelles ont été les premiers verbes que vous avez mis en place? Vous aviez effectivement des gens qui étaient multicasquettes, qui faisaient de tout. Comment est-ce que vous avez, donc quelles ont été les premières structurations que vous avez pu mettre en place pour arriver sur ces 5 verbes, donc vos priorités? Est-ce que c'est de la maintenance? Est-ce que c'est du déploiement? Est-ce que, etc. Et comment vous avez fait? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui étaient ces profils multicasquettes du début, qui sont devenus hyper spécialisés, ou est-ce que vous en avez perdu en route? Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'équipe? On l'a mis assez tôt, c'est une bonne question. On l'a mis assez tôt en place, ce qui fait que dès le début, je pense que les gens savaient sous quelle casquette ils étaient embauchés. Après, on fait plus que sa casquette au début, mais au moins c'est clair la direction. En disant, là, moi par exemple, je suis ingénieur conception, donc je dois concevoir le hardware. Il s'avère que j'aide aussi pour le construire, il s'avère que j'aide peut-être aussi pour le déployer, mais au fur et à mesure qu'on va grandir, moi c'est l'endroit où je vais me spécialiser.
À l'inverse, moi, si je suis côté production, peut-être qu'au début, je vais passer beaucoup de temps avec la R&D pour donner les feedbacks, améliorer. Ce faisceau de câble, il est trop court, il ne se monte pas. Mais plus on va avancer, plus on va quand même se spécialiser à l'intérieur de son métier. Donc on avait cette structure qui, au moins sur le papier, était claire au moment de l'embauche et qui, du coup, s'est faite de façon à peu près naturelle. D'accord. Et l'équipe, globalement, est restée à peu près stable ou vous avez dû avoir des profils différents? Alors là, je parle en connaissance de cause. Hein. Une équipe très orientée R&D peut parfois avoir un peu de mal à passer à la production parce que finalement, les enjeux ne sont pas les mêmes, l'intérêt n'est peut-être pas le même, etc. Est-ce que vous avez été concerné par des changements d'équipe? La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu une très très grande croissance. Donc quand on a vendu, on était 6, le premier système. Un an après, pour le faire, on était 12. Puis 25, puis 50, puis 100, puis 250, et là maintenant on est 900 personnes. Ce qui fait qu'au final, c'est pas tant chaque personne individuellement qui a changé, mais on a embauché pour complémenter les forces. Donc si on voyait justement qu'on avait besoin de profils peut-être plus indus, parce qu'on était un peu trop R&D, et c'est là où on a embauché. À un moment, si par contre en R&D sur une techno il nous manquait quelque chose, à un moment on a eu par exemple l'injection plastique. Il y a des pièces en injection plastique, on peut faire des formes qu'on ne peut pas faire avec d'autres technologies. On n'avait personne, on a embauché. Donc je pense que grâce à notre croissance, on a eu la chance de pouvoir le faire par addition de l'extérieur. D'accord. Au niveau de l'internationalisation, quelle a été votre stratégie? Souvent, quand on parle de start-up industrielle, on peut avoir des financiers qui prennent un peu peur parce que justement, ça ne se déploie pas de la même manière qu'une solution soft, purement soft. Où est faite la production? Est-ce que c'est en France et ensuite vous expédiez? Est-ce que vous avez des équipes sur place dans les pays? Voilà, comment, pour la maintenance, pour etc. Ou des partenaires? Comment vous vous organisez? Et comment vous avez fait pour gérer cette croissance? Ouvrir un pays, c'est quoi pour vous? Donc effectivement, quand on fait du hardware, il faut maîtriser sa chaîne de production et de delivery. On ne peut pas le considérer comme une sorte de mal nécessaire qu'on va outsourcer à quelqu'un qui le fera un peu par-dessus la jambe. Donc on a nos usines, on a notre supply, où c'est nous qui sommes responsables de produire et d'envoyer sur site notre matériel. Donc on a fait ça, on a choisi de le faire en Europe. Donc à côté, moi je tenais très fort à ce qu'il y ait une boucle rapide entre l'innovation et la production. On innove, on produit, on regarde ce qu'on a bien fait, on regarde aussi ce qu'on a raté et on refait une boucle pour faire la révision suivante. Donc par exemple nos robots, là sur les 8 dernières années, on a fait un peu plus que 8 révisions successives de robots pour prendre très rapidement en compte nos améliorations. Et ça a été possible uniquement parce que notre prod, elle est juste à côté de notre R&D. Donc voilà, ça c'est important. Et ensuite, quand on fait du hardware, il faut vraiment le penser comme un produit. Quand on produit quelque chose, on ne sait pas pour quel client ça va et il n'y a pas de discussion avec nos clients. Si on commence à faire une production customisée par client, on n'est plus un industriel, on est un artisan. Et c'est très bien, mais on ne peut pas avoir le même, pour utiliser un grand mot, un scaling, donc le même croissance à l'international si on n'a pas des produits qui sont complètement uniformisés et standardisés. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est aussi à l'international, ça consomme énormément d'énergie, de ressources, donc il faut choisir ses combats. Parfois, effectivement, nos sales, nos vendeurs seraient en mode « Ah, là, on a entendu un projet ici, on a une opportunité là ». On essaye que ce soit vraiment une décision d'entreprise. Donc, ouvrir une nouvelle géographie, ça ne se fait pas sur un potentiel deal qui sent bon, ça se fait parce qu'on a analysé un marché, qu'on sait qu'il y a suffisamment de demandes, qu'on a plusieurs demandes, qu'on a peut-être des clients existants qui vont nous suivre là-bas. Donc, si on ouvre un marché, on y va à fond, on l'arpente à fond, on devient leader sur ce marché avant de passer à un autre. Donc, vraiment essayer, je pense, de ne pas se disperser, c'est important. Et vous avez des équipes donc sur place, maintenance, etc. ou pour l'installation? Oui, donc la façon dont on est structuré, on a une entité produit dont je suis responsable qui va faire donc la R&D, manufacturing, supply. Et ensuite, on a 4 entités plutôt projets, c'est ce qu'on appelle nos business units. Une qui s'occupe de Western Europe, donc toutes les parties de la partie ouest de l'Europe. Une qui est Central Europe, l'Allemagne et les pays qui sont autour. Une qui est basée à Tokyo qui s'occupe de l'Asie. Et une qui est basée aux États-Unis et qui s'occupe de États-Unis et Canada. À chaque fois, ces business units, ça va être entre 200 et 70 personnes selon leur taille, qui vont avoir les 3 verbes sell, deploy, maintain. Super clair. Une question, tu dis, on fait pas de spécifique, on fait du générique, mais en même temps, tu dis, on a eu plusieurs releases de manière rapide et régulière pour améliorer notre produit. Donc vous avez des anciens parcs installés depuis longtemps, avec des releases qui sont anciennes, des versions qui sont anciennes et puis des versions beaucoup plus récentes. Donc oui, c'est du générique, mais par contre avec ces différents historiques d'âge, on va dire, de parcs, comment est-ce que vous faites pour maintenir ça?
Alors, je pense que ça revient à la définition même de la robotique. Pour moi, la robotique, c'est le mariage élégant entre software et hardware. Et donc là, pour réussir ce défi-là des différentes générations, il faut que les équipes hardware et software soient une seule équipe et qu'on n'ait surtout pas, je fais des designs hardware, puis après, je ferai un petit peu de design software pour réussir à faire bouger ça. Donc là, on a réussi à faire qu'on reste vraiment dans une logique comme du SaaS, c'est-à-dire qu'on a une seule branche, une seule release en termes de software qui sait gérer tout notre parc. Sur la première installation qu'on a fait chez Cdiscount à Bordeaux, on installe la dernière release à chaque fois qu'il y a un nouveau sprint et qu'elle sort. Sur les plus récentes installations, je peux prendre un robot de Cdiscount, il tournera. Je peux prendre un robot récent, il tournera chez Cdiscount. Donc une logique qui peut venir un peu de cette philosophie de SaaS, de microservices, etc., d'avoir des API qui soient clairs, qui soient stables dans le temps, où on innove, mais en restant backward compatible avec ces API. Et quand je parle d'API, ça peut être aussi bien une crémaillère entre le robot et le rack, donc une API, entre guillemets, une interface physique, qu'une API logicielle entre les différents composants. Ok. Est-ce que vous avez eu, alors chaque entreprise en général en a, des coups durs, des choses qui ont été compliquées à gérer, des périodes ou des phases de développement qui ont été plus difficiles et plus dangereuses que d'autres? Oui, est-ce que vous en avez eu et lesquelles? Alors je pense que ça a toujours été une histoire de gérer le risque à Exotech entre vouloir aller vite mais faire bien les choses. Donc on a grandi très vite en termes de nombre de sites, de nombre de robots, mais aussi de nombre de personnes. Et donc toutes ces phases-là où notre croissance a pris un petit peu des coups d'accélérateur ont été des phases de risque, parfois un petit peu de stress même pour les équipes. Mais bon, chaque marche au final on l'a digérée. Je peux penser à une qui a été particulièrement engageante, c'est quand on a vendu le Japon. Donc la première fois qu'on a vendu des systèmes au Japon, on était sur un salon à Stuttgart qui s'appelle le Logimat, sur lequel on a présenté nos solutions. Et là, on a des personnes du Japon, donc de Uniqlo, la marque de vêtements que vous connaissez peut-être, qui sont venus nous voir en disant ça, c'est la technologie dont on a besoin parce qu'elle permet d'automatiser tout en restant flexible. On a dit oui, exactement, c'est notre pitch. Ils ont dit donc, est-ce que vous êtes prêt à venir au Japon? Donc on a pris un peu de temps avec eux, on en a discuté. À un moment, on a dit oui, on est prêt à aller au Japon. Et donc Romain, mon associé, qui s'occupe plus de la partie vente, a été là-bas, rencontré le CEO. Il y a eu quand même, on va dire, quelques mois. Puis ensuite, à un moment où on a vraiment négocié, on a signé le contrat. Et cette semaine où on signait le contrat, c'était donc en début 2020. Et il y a toutes les frontières qui se fermaient partout. Et donc Romain a dû rentrer en urgence. Sa femme lui a envoyé un message en disant les frontières se ferment, rentre vite. Et donc on avait notre contrat signé, mais aucune équipe au Japon, personne au Japon pour pouvoir le faire. Et donc là, ça a été extrêmement difficile. Et donc, on avait vendu 500 robots. C'est un des plus gros sites qu'on ait fait. On a refait un deuxième site avec 400 robots. Donc, on a eu des projets géants à déployer au Japon, sachant qu'on pouvait globalement pas s'y rendre. Donc, juste avant le lockdown, on a réussi à envoyer 5-6 ingénieurs français qui savaient qu'ils allaient là-bas sans trop pouvoir revenir avant un moment. Ensuite, on a embauché des Japonais. Par contre, les frontières étaient ouvertes dans l'autre sens. Donc les Japonais, on pouvait les faire venir. Donc on les faisait venir pour 3 mois, on les formait, et ensuite ils retournaient là-bas. Mais donc on avait un système qui représentait quasiment autant que tout ce qu'on avait fait depuis le début. Donc vraiment un défi immense avec des équipes à construire. Donc ça a été difficile. Il y a eu une organisation particulière qui a été mise en place où on a décalé les horaires en France pour pouvoir être en même temps qu'eux, etc. Mais au final, on a livré quasiment dans les temps parce que les clients japonais sont extrêmement exigeants et il faut tenir tout ce qu'on a promis avec un client japonais. Et on a réussi et ça nous a vraiment fait grandir, ça nous a fait une référence incroyable. Et donc ça a été un cap qu'on a passé à ce moment-là. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un coup dur et en même temps, c'est aussi un coup d'accélération. Est-ce qu'il y a eu d'autres coups d'accélération majeurs dans votre parcours? Alors peut-être avant ça, la première fois qu'on a vendu, donc au départ on vendait un entrepôt qui n'avait que notre flotte de robots. Donc on disait aux clients, nous on ramène les bags jusqu'au poste de travail opérateur. Et souvent les clients disaient, alors c'est bien, j'adore votre technologie, mais moi j'ai un entrepôt complet. Donc autour de cet entrepôt, je vais avoir un flux d'arrivée d'articles depuis mon camion qui arrive au quai jusqu'à votre système, un flux d'expédition depuis la préparation de commandes jusqu'aux expéditions. Si on achète votre système, on n'a pas envie d'avoir un deuxième fournisseur et puis ensuite de dire mais c'est la faute de qui? On veut un seul main contractor avec qui on signe l'entrepôt complet. Donc au départ, on était en mode c'est pas notre identité, on sait pas faire. Et à un moment, on a dit nos business units, ceux qui font la partie projet, doivent acquérir cette compétence. Et donc là, je peux penser à un entrepôt un peu géant qu'on a vendu pour Decathlon, où en plus de notre cœur product au milieu, on avait vraiment une immense intégration à faire. Donc pareil, ça a été difficile, on a appris. Mais ça nous a permis de passer de, je dirais vraiment, technology provider à intégrateur de solutions. Et c'est ça ensuite qui nous a permis de grandir plus vite sur des entrepôts plus gros et aussi avec des grands clients. Parce que souvent, les grands clients ont ce besoin-là. Sinon, on aurait dû se cantonner à des petits clients. Est-ce que, juste avant de finir, est-ce qu'au niveau financement, parce qu'on dit souvent que le financement des startups industrielles n'est pas simple, vous, quel a été votre historique par rapport à ça?
Donc effectivement, je pense que les financiers, les VC, les venture capital qui investissent et qui vont donner des fonds aux entreprises pour se développer ont beaucoup moins l'habitude des modèles où il y a du hardware ou ce qu'on appelle capex intensive, c'est-à-dire que nous on vend des installations, donc nos clients vont les acheter en une fois, c'est pas du recurring. Là maintenant, je pense que tout le monde a été drogué au recurring. Le recurring, c'est facile. Si je sais combien vous faites maintenant, je sais que les années suivantes, vous ferez au moins ça en termes de chiffre d'affaires, puisque c'est du recurring. Nous, quand on a vendu là on vend pour 300 millions d'euros de système, si on ne revend pas l'année prochaine, on peut redescendre à zéro potentiellement. Donc il y a une sorte de risque, il y a une sorte d'entretien des ventes qui est plus dur à faire. Donc il faut les convaincre. Et au final, comment est-ce qu'on les convainc? Par l'attraction marché. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas les convaincre uniquement par de la tech. Il faut de la tech, plus montrer qu'il y a ce business model qui se met en route, de dire oui, c'est difficile de le vendre, mais parce que c'est suffisamment utile, nos clients achètent, nos clients rachètent, nos clients étendent, et donc c'est possible. Et je dirais qu'on a eu la chance, nous, au niveau commercial, d'avoir vraiment cette traction en France, puis en Europe, puis en Asie, puis aux États-Unis, qui fait que les financiers ont eu confiance dans le business model et qu'on a réussi, donc je ne sais plus, 4 levées de fonds successives en 8 ans pour réussir à avoir les financements dont on avait besoin, pour créer la technologie, pour ensuite s'internationaliser, pour grandir, etc. On peut vous demander combien vous avez levé? Oui, donc alors il y a eu plusieurs tournées, mais la dernière levée a été d'un peu plus de 300 millions de dollars pour financer notre croissance avec des investisseurs internationaux. Épatant, je suis admirative. Peut-être nous parler de vos enjeux actuels. Quels sont vos enjeux? Je crois qu'il y a un bureau sur Lyon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où vous en êtes et vos enjeux majoritaires? C'est vrai que parfois j'ai des gens qui viennent nous voir en disant mais votre produit il existe, maintenant il n'y a plus qu'à le vendre. Donc bon, pour ceux qui sont dans une entreprise, la réponse est non. Un produit c'est vivant, un produit il faut je dirais l'améliorer en permanence et il faut continuer à le développer. On est dans un monde où c'est ultra concurrentiel, donc maintenant des startups ou des groupes qui essaient de tourner vers du robot 3D comme on a pu faire, il commence à y en avoir dans le monde. Donc on doit continuer à solidifier et à garder, à agrandir même la longueur d'avance qu'on peut avoir avec la concurrence. Donc on a une énorme composante R&D qui reste. R&D multimétier, bien sûr les robots, donc avec une composante hardware industrielle, méca, élec, indus, une composante software qui est très forte, alors le software qu'on imagine, c'est-à-dire le software dans les robots qui les pilotent, mais aussi du software métier, on va avoir du Java pour les règles métiers, on va avoir de l'algo, du machine learning pour tout ce qui est pilotage de flotte de robots, vision autour de ces robots pour les piloter. Et donc c'est dans ce cadre-là, pour recruter plus vite, on avait envie de rester en France sur cette partie R&D. Et donc à Lille, on voyait qu'on n'arrivait pas à recruter aussi vite que nos besoins. Donc maintenant, on a un deuxième bureau qui est basé à Lyon. Et on est capable de faire grandir les équipes en recrutant et à Lyon et à Lille. Et je dirais que ça fait vraiment partie là, de nos enjeux de cette année, de réussir à booster cette croissance, cette structuration, ce leadership. Parce que maintenant, on commence à avoir des centaines de personnes qui font de la R&D. Donc il y a aussi besoin d'avoir des piliers, donc des architectes, des managers, etc., qui vont structurer toutes ces activités. C'est top. Donc, en gros, si vous connaissez des gens intéressés en robotique, en soft, etc., sur Lyon, eh bien voilà, vous savez où les envoyer. Projet passionnant. Peut-être juste une dernière question sur la data. Tu parles un peu de data mining, de choses comme ça. Est-ce que justement, parce que vous récoltez beaucoup de data sur ce qui se passe sur l'ensemble de votre parc, est-ce que ça aussi, c'est de la valeur pour vous? La logistique, c'est du flux, donc c'est du flux matériel où on va permettre par la logistique d'emmener aux bons endroits les objets dont on a besoin. Et associé à ça, il y a effectivement un flux data qui est super important. Donc de ce flux, on aura un double flux, un flux de data logistique qui va nous servir on va essayer de donner de la valeur à ce flux-là pour conseiller nos clients. Donc faire parler cette data pour que nos clients, à partir de cette data logistique, puissent optimiser leurs opérations. Ça, c'est le premier bout. La deuxième data qu'on récolte et qu'on utilise, c'est la data robotique. C'est-à-dire que nous, on va regarder nos robots qui tournent. On aura tout, donc la température d'un moteur, la qualité d'un signal Wi-Fi, etc. Et on va pouvoir, à partir de cet énorme dataset, optimiser nos produits. Donc c'est des choses, effectivement, la data logistique, on la travaille pour la mettre à disposition de nos clients. La data robotique, on la travaille pour la mettre à disposition de l'amélioration continue de notre produit. Et c'est clé. Et la partie, justement, client, c'est quelque chose que vous valorisez auprès de vos clients financièrement? Alors, ou est-ce que ça fait partie du service? Pour l'instant, ça fait partie du service et ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit parce qu'effectivement, avoir une partie récurrente à l'intérieur du business model est quand même un gage de pérennité pour l'entreprise. Donc ça fait partie des choses qu'on va essayer de travailler, de voir dans la data, est-ce qu'on arrive à avoir des features qui se rajoutent, qui apportent suffisamment de valeur pour pouvoir être une composante presque indépendante de notre offre ou une sorte de upsale, c'est-à-dire une fois qu'on a un système installé, pouvoir proposer en plus des services autour de la data. Et là, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, on verra comment ça va répondre là, dans les années qui viennent.
Eh ben, c'est génial. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à cette conférence que moi pour l'animer. J'aurais voulu avoir à peu près 3 fois plus de temps parce que j'ai des milliards de questions à te poser. Tu restes ici toute la journée ? Je suis là jusqu'à 14 heures. Bon, eh ben, vous avez jusqu'à 14 heures pour aller voir Renaud et lui poser toutes vos questions. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter pour clore ton intervention. Non, Autre merci. chose que tu vois pour passer à nous qui ne sommes pas au même stade de développement, les bons conseils ou des éléments comme ça. Non, je pense que grandir un peu là de 0 to 1 et la taille où on est, ça devient jamais plus facile. C'est toujours difficile de passer à une étape suivante, mais c'est à chaque fois passionnant et c'est à chaque fois différent. Donc moi j'ai eu l'impression là tout au cours de ces années d'apprendre et d'apprendre énormément, d'apprendre. C'est surtout au contact des équipes qu'on recrute, en recrutant là donc 900 personnes moins Romain et moi. C'est autant de compétences qu'on a rajoutées. Donc c'est des aventures incroyables. Donc je vous enjoins de les tenter. Eh bien, vivons nos aventures. Et puis, vous avez identifié Renaud et n'hésitez pas à aller le voir pour lui poser toutes vos questions. Merci beaucoup, Carole. Merci Renaud.